merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Nous nous rendrons tout d'abord à Bruxelles où le prince Albert II vient d'effectuer un déplacement de 2 jours avec en toile de fond notamment les questions environnementales. Cecilia Bartoli de retour sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo. Nous avons assisté à la générale Dario Dante. La place des femmes dans l'histoire de l'art au cœur d'une conférence à la Maison de France. Et puis l'invité de la semaine sera le docteur Vincent Picot du Centre scientifique de Monaco. Nous ferons le point avec lui sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Le premier reportage de cette édition nous emmène à Bruxelles où le prince Albert II était en déplacement pendant 2 jours. Le premier volet de cette visite en Belgique portait sur les questions environnementales. Le prince souverain a assisté à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur le changement climatique et la conservation des océans. Le reportage à Bruxelles d'Alexandra Pani et Serge Prémont. Les conséquences du changement climatique sur les océans constituent une menace majeure pour l'écosystème marin. La principauté et plus particulièrement le prince Albert II se mobilisent depuis de nombreuses années pour la préservation des océans. C'est donc naturellement qu'une délégation monégasque a assisté à la conférence de haut niveau sur les changements climatiques et la préservation des océans qui s'est déroulée ce mardi à Bruxelles. Je crois que c'était aussi l'occasion de bien marquer, de bien souligner, si vous voulez, que la Belgique entend jouer un rôle aussi dans la défense des océans, mais aussi dans toutes les initiatives autour des océans, que ce soit pour les coraux, que ce soit contre la pollution plastique, que ce soit pour la meilleure protection du milieu marin. Et je crois que c'était utile aussi d'avoir des représentants de l'ONU. M. Peter Thomson était là, aussi d'avoir des grandes personnalités comme Mme Brune Poisson et notre illustre représentant du Centre scientifique de Monaco, le professeur allemand. Cette conférence était organisée à l'initiative de la ministre belge de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Christine Marghem, et du ministre belge de la Mer du Nord, Philippe De Backer. Le shipping joue un rôle très important. 3% de CO2 vient de ce secteur-là. Et donc il y a un engagement très clair de réduire cette CO2 avec 50% en 2020, et donc 2050, désolé. Et donc c'est important pour nous d'avoir cette déclaration avec plusieurs pays qui s'engagent à vraiment atteindre ces buts. Un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement doit être atteint. Nous estimons qu'il n'y a pas nécessairement, dans tous les cas, d'opposition franche et nette entre l'activité économique et la préservation de la biodiversité marine, puisque, par exemple, nous avons en Belgique un développement éolien assez fort qui, à l'horizon 2030, totalisera une capacité installée de 4 gigawatts, ce qui est l'équivalent en capacité de 4 centrales nucléaires et qui pourrait, à terme, électrifier 4 500 000 véhicules chez nous. Donc c'est très important aussi pour la diminution des gaz à effet de serre qui produisent, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'acidification des océans à terme. Et donc il faut essayer de travailler tous ensemble à développer l'énergie renouvelable, mais concomitamment à la préservation de la biodiversité. Donc il faudra aussi être très ferme par rapport au commerce maritime. Le discours d'ouverture du Premier ministre belge a été interrompu par des manifestants qui ont souhaité rappeler l'urgence climatique. C'est justement parce qu'il y a urgence que des actions concrètes doivent être entamées. Les pays présents étaient ainsi invités à signer la déclaration de Bruxelles, un texte qui appelle à réduire notamment les émissions du transport maritime, mais souligne également l'importance de la recherche scientifique et demande la poursuite de l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant pour la biodiversité en haute mer. Texte dont Monaco était co-signataire aux côtés notamment de plusieurs pays européens et du Chili qui présidera la COP25 en novembre prochain.
Et après sa participation à cette conférence, le prince souverain a également été reçu à l'Hôtel de Ville de Bruxelles pour assister à la cérémonie des CDP Europe Awards 2019. La CDP est une organisation qui encourage et évalue les entreprises et gouvernements dans leurs efforts portant sur les réductions de gaz à effet de serre, la préservation des ressources en eau et la protection des forêts. Lors de cette cérémonie, les entreprises ayant reçu la note A ont ainsi été récompensées. Alors que sa tournée européenne avec les musiciens du prince s'achèvera au mois de mai, Cecilia Bartoli est de retour en principauté pour quelques jours où elle chante sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo l'Ariodante d'Handel. José Sacré a assisté à la générale de ce drame en 3 actes. Cecilia Bartoli portant la barbe. Étonnant, oui, mais justifié. Cecilia Bartoli interprète pour la première fois sur la scène de la salle Garnier un personnage masculin, le chevalier Ariodante de l'opéra de Handel, une production du Festival de Salzbourg, Festival de Pentecôte, qu'elle dirige. Ça pique, hein? Oh, dis donc, là, j'ai tout... Heureusement, à la fin, j'échange sexuellement, j'ai un autre orientement, on dit. Mais là, ça pique beaucoup. Alors, je ne sais pas comment vous faites, là. Hein? Mais vous je suis rasée tout le jour, c'est pas évident. Hein? Oui, vous vous régalez à jouer un homme, non? Ah oui. Et en plus, c'est vrai qu'en rôle en travesti, c'est rare. J'avais chanté le Cherubino dans Les Noces de Figaro. Et là, c'est un vrai homme sur scène. Ça m'amuse beaucoup. Et ça me fait penser aussi la musique d'une façon différente, d'une autre dimension. Oui. Je pense que c'est une chef-d'œuvre absolue. Et c'était tellement bien écrit pour tous les chanteurs, pour Ariodante, pour Ginevra, pour Dalinda. Chaque caractère a des airs magnifiques, je trouve. Ce n'est plus le cas comme dans certains opéras, une suite d'airs qui se succèdent. Là, il y a une profondeur chez les personnages. Ah oui, le personnage est très profond et surtout, c'est un vrai défi parce que c'est écrit pour la voix d'une castrat très important de l'époque. Et voilà, pour une femme de chanter un rôle écrit pour un castrat, c'est toujours un grand défi parce qu'il faut avoir d'abord les poumons d'un homme qu'on n'a pas comme femme et il faut tout soutenir le rôle jusqu'à la fin. C'est presque 4 heures de spectacle. 4 heures de spectacle, 4 heures de bonheur pour les amateurs de musique baroque et les autres qui découvriront peut-être avec un immense plaisir cet opéra tardif de Handel créé en 1735 à Londres. Ariodante, une œuvre virtuose et profonde, servie par une magnifique distribution, l'orchestre Les Musiciens du Prince, dirigé par Gianluca Capuano, et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo. Une œuvre qui, dans sa mise en scène, ne manque pas d'humour. Cecilia Bartoli, Ariodante, fume sur scène et réalise d'ailleurs de très jolis ronds de fumée. Quant à la fin de l'opéra, elle est surprenante à plus d'un titre. Ariodante de Handel à l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 février. Voilà donc ce qui attendra les spectateurs sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo vendredi 22, mardi 26, jeudi 28 février à 19h, ainsi que dimanche 24 février à 15h. Le comité d'entraide des Français de Monaco, en collaboration avec l'Union de la presse francophone, organise tout au long de l'année un cycle de conférences sur la culture et la francophonie. Et c'est dans ce cadre que Laurence Dionigi est venue donner une conférence sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'art. Le reportage de Charlotte Moreno. C'était une peinture dont elle était interdite dans le sens où elle n'avait pas le droit de faire ce style de peinture. Existe-t-il un art au féminin ou un art au masculin? Pourquoi les femmes étaient-elles si nombreuses dans les arts dits mineurs? En conférence à la Maison de France autour de la culture et de la francophonie, Laurence Dionigi a interpellé son public sur la reconnaissance du rôle de la femme dans l'histoire de l'art. Vous connaissez des sculptrices et des peintresses avant
avant la Renaissance. Ces recherches partent de l'Antiquité où il y a des traces de la première femme peintre jusqu'à l'époque contemporaine où la gente féminine peut vivre de son art. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas faire un livre là-dessus. Alors sans prétention aucune, parce que je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, je ne suis pas encore moins critique d'art, je l'ai fait vraiment avec le cœur, avec la sincérité. J'ai cherché, j'ai creusé, j'ai vu des vidéos, j'ai acheté des bouquins. Je suis allée dans les galeries, j'ai rencontré Eva Vautier, la fille de Ben, qui m'a préfacé d'ailleurs le livre pour lui demander est-ce que j'ai pas fait des bêtises ou j'ai pas fait des inepties dans mon ouvrage. Donc c'est un hommage, ou plutôt un fémage, si je puis dire, donc si je peux faire un petit clin d'œil, on va dire féministe, donc à ces dames justement pour les sortir de l'ombre. Son travail permet de faire connaître leurs difficultés à accéder au métier d'artiste, mais de façon générale, Laurence Dionigi parle d'une absence imposée. Que ces dames faisaient concurrence à ces messieurs, et puis qu'à l'époque, donc, la femme était reléguée au rang de bonne mère, bonne épouse, donc elle n'avait pas à s'immiscer dans l'art, comme dans la science, dans la culture en général, et bien entendu aussi dans la vie politique et industrielle, faut dire économique, disons. L'art, disons, il y a toujours un œil qui est différent quand c'est sur le travail d'une femme. Il est toujours moins pris au sérieux. Et vous allez voir à la fin, il y a des statistiques, donc elles ne sortent pas du chapeau. Par exemple, au Louvre, il n'y a que 42 toiles de femmes artistes sur plus de 5000. Aujourd'hui, en 2019. Un thème qui résonne donc dans l'actualité. Précisons que l'évolution est plutôt positive. De plus en plus de femmes entrent dans les musées et beaucoup de reprogrammations d'expositions ont eu lieu à la suite du mouvement MeToo notamment. Nives Oscari, seule femme artiste de l'école de Nice, était également au rendez-vous. Nous évoquions en début de semaine la grande marche organisée par la Fondation Flavien au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Au Centre scientifique de Monaco, une unité est tout particulièrement dédiée à ces recherches. Le docteur Vincent Picot en fait partie. C'est notre invité de la semaine sur Monaco Info. Il est interrogé par Sandrine Nègre. Docteur Vincent Picot, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes au cœur du Centre scientifique de Monaco. Toute première question, justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer dans quelle unité nous nous trouvons précisément? Alors ici, on se trouve dans une des pièces de culture du département de biologie médicale. Et cette pièce de culture est exploitée essentiellement par les deux équipes qui travaillent sur le cancer. Une équipe qui travaille sur l'angiogénèse tumorale, dont on parlera sans doute, et puis l'autre équipe qui travaille sur le métabolisme des cellules tumorales. Est-ce que on peut dire d'ores et déjà, là nous sommes au mois de février 2019, que des avancées ont eu lieu justement grâce à ces recherches dans ces domaines? Alors bien sûr, des avancées, on en a tous les jours. C'est à une échelle pas forcément énorme, mais on a tous les jours des résultats, des avancées. On accumule des données, on augmente notre connaissance des cancers en général tous les jours. Et puis, on a des jalons, des objectifs qui sont dans la recherche académique, d'essayer de publier nos recherches, de les rendre publics, soit par des articles scientifiques, soit par des présentations dans des congrès, des présentations à des collègues. Et ça, on le fait régulièrement, puisqu'on va en congrès très régulièrement. Et puis, on a des publications qui sont sur le point de sortir pour certains aspects de nos projets sur les cancers pédiatriques notamment, des publications qui sont sorties tous les ans, on en fait plusieurs chaque année. Là, actuellement, on a aussi une autre publication aussi sur les cancers du cerveau pédiatrique qui est en cours de préparation. Donc voilà, les avancées vont bon train, on fait des découvertes tous les jours et puis voilà, on publie très régulièrement des articles scientifiques qui nous permettent de diffuser ces avancées qu'on fait au quotidien dans les laboratoires. Alors pour vous permettre de réaliser ces avancées, j'imagine qu'il faut beaucoup de matériel, on en voit, on entend aussi beaucoup. J'allais dire, le métier de chercheur est un travail à la fois solitaire, mais j'imagine que le travail d'équipe aussi est très important. Alors le métier de chercheur est un métier extrêmement collaboratif,
puisque pour faire tourner un laboratoire comme on a là autour de nous, on a besoin de beaucoup de gens qui savent faire tous les jours, et pas seulement à faire des expériences, mais à gérer les stocks, etc. Donc c'est un métier très collaboratif au sein des équipes, puisque évidemment les projets de recherche sont menés à plusieurs, parce que chacun a ses compétences, ses idées, chacun enrichit les connaissances des uns et des autres. Donc c'est collaboratif à ce niveau-là, et puis c'est aussi collaboratif évidemment entre les laboratoires, puisque là les projets que je vous évoquais à l'instant, ils ont été réalisés en collaboration avec des laboratoires au niveau national et international, avec des gens de Marseille, de Nantes, d'autres collaborateurs qui sont aux États-Unis. Donc oui, le métier de chercheur, ce n'est pas du tout un métier qui se fait individuellement dans son laboratoire, à sa paillasse, tout seul. C'est vraiment un métier extrêmement collaboratif, et c'est un des intérêts de la chose d'ailleurs. On a envie, bien évidemment, le plus tôt possible de voir disparaître justement tous ces cancers pédiatriques. C'est important aussi, j'allais dire, et on en parlait au début de cet entretien, de médiatiser peut-être aussi beaucoup les choses. On est dans une journée aussi aujourd'hui, 15 février, où une marche est organisée en principauté. La médiatisation, la sensibilisation permettent justement de toucher le plus grand nombre. Bien sûr, c'est très important pour plusieurs raisons, mais notamment, évidemment, dans le cas qu'on évoque aujourd'hui, des cancers pédiatriques du cerveau, nous, nos projets sont financés en grande partie par la Fondation Flavien dans ce cadre-là. Et cette fondation, elle a besoin de dons pour pouvoir exister, pour pouvoir financer la recherche. Médiatiser nos avancées, médiatiser notre recherche, évidemment, ça permet aussi de sensibiliser les gens à ces problèmes, et puis de rapporter aussi, de faire tourner la recherche, puisque si on prend le cas particulier des cancers pédiatriques du cerveau, c'est un domaine où les compagnies pharmaceutiques n'ont pas forcément envie d'engager beaucoup d'investissements, au moins dans les phases précoces, parce que ce n'est pas un domaine très rentable, c'est une maladie rare. Clairement, les cancers des enfants, heureusement, sont des maladies rares. Les cancers du cerveau des enfants sont des maladies aussi très rares. Et évidemment, la recherche académique doit être en première ligne sur le front pour faire des découvertes qui éventuellement pourront être amenées à la clinique par la suite. Et donc c'est vraiment fondamental pour nous de faire entendre notre voix sur cette chose-là. Docteur Vincent Picot, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne poursuite dans toutes ces recherches qui sont si primordiales. Merci. Et avant de refermer ce journal, notre traditionnel petit détour par les cartes météorologiques. Le soleil sera toujours au rendez-vous jeudi. Les éclaircies domineront dès le lever du jour avec des températures stationnaires. Il fera 7 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Les cumulus viendront perturber quelque peu le ciel monégasque à partir de vendredi. Une tendance qui se confirmera ce week-end avec un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Mais cela ne gâchera en rien l'effet de beau temps. Retour d'un franc soleil annoncé pour le début de semaine prochaine et un mercure en hausse. Il fera par exemple un maximum de 16 degrés mardi. Voilà, vous savez tout des grandes tendances météorologiques pour les jours qui viennent et des grands titres de l'actualité. Ce journal est à présent terminé. À très bientôt sur Monaco Info.